Et maintenant, le tour d'un conférencier, alors encore un CV compliqué. On a affaire à un luxembourgeois qui a fait une partie de ses études supérieures en Grande-Bretagne, puis qui est parti faire sa thèse au Karolinska Institute en Suède, et puis maintenant travaille à l'EFSA. L'EFSA, c'est l'agence européenne en français, je sais plus, de sécurité des aliments à Parme. Vous voyez, donc on a un vrai Européen devant nous. Et M. Casse, lui, va nous parler d'aspects plutôt réglementaires, la sécurité sanitaire des aliments. À vous, merci. Merci beaucoup. Je vais me mettre ici, c'est plus simple. Et d'abord, je veux remercier la Maison de la Chimie pour l'invitation, de donner la possibilité de venir ici. Et puis, je vais aussi vous demander de m'excuser pour toute faute de français, comme je suis peut-être européen, mais je fais des fautes en français. Donc, toute faute de français, tout anglicisme et franglais, veuillez m'excuser. Alors, déjà ce matin et puis cet après-midi, on a entendu des superbes présentations démontrant l'évolution, l'innovation au niveau de la nourriture. Naturellement, il faut tenir en compte aussi qu'au niveau européen, il y a aussi la législation qui veut assurer que tout ce qui est innovation, avant qu'elle vienne chez le consommateur, qu'elle soit analysée pour qu'il n'y ait pas de danger, de danger pour le consommateur. Et c'est ce rôle-là que nous, à l'EFSA, on fait. Ah oui, je dois aussi faire mon disclaimer, donc les points de vue, réflexions et tout ça ne sont pas nécessairement ceux de l'EFSA et je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. C'est notre service légal qui nous demande de présenter ça. Alors, on commence par l'EFSA. Qu'est-ce qu'est l'EFSA? Alors, EFSA, on se trouve à Parme en Italie, c'est là où il y a notre siège général. Et l'EFSA, c'est une des agences délocalisées ou décentralisées de l'Union européenne qui a, disons, une relation avec les substances chimiques et aussi la santé des humains. Donc, nous, à l'EFSA, on est ici entre Milan et Bologne, mais il y a aussi EMA qui est aux Pays-Bas qui s'occupe des médicaments. Il y a aussi l'ECHA à Helsinki en Finlande qui s'occupe des produits chimiques. Donc pour assurer que tous les produits chimiques, soit pour l'utilisation dans l'industrie, aux consommateurs, soit dans la nourriture, soient safe, et aussi les médicaments. Alors, nous, on a été créés en 2002, c'était bien avant que moi je rejoigne l'organisation, et c'est à la suite d'une série de crises alimentaires. Donc, on avait des problèmes en Europe, il y avait la vache folle au début des années 90, il y avait la crise de la dioxine qu'on avait en Belgique, où il y avait 50 000 tonnes de nourriture qui a été donné aux cochons qui contenait 50 kg de PCB et 5 g de dioxine. Donc, d'abord, il fallait rétablir et maintenir la confiance dans la chaîne alimentaire, dans l'Union européenne, mais ça pouvait aussi s'améliorer, donc on devait améliorer tout ça, contribuer à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et un aspect qui est très fondamental et différent de ce qu'on a par exemple aux États-Unis, c'est qu'on sépare les fonctions d'évaluation des risques de la gestion des risques. Donc nous, à l'EFSA, on fait seulement l'évaluation des risques, tandis que les collègues à Bruxelles, dans la commission, ils font la gestion des risques. On a 500, maintenant plus, près de 600 employés. On a beaucoup d'experts qui viennent en dehors de l'EFSA, et c'est comme ça que moi j'ai commencé avec l'EFSA avant de devenir un employé. On a beaucoup de réunions, la plupart sont en visuel, et on produit pas mal de publications qui sont accessibles librement sur le site Internet, notre site Internet. Donc depuis 2003, il y a presque 10 000 publications qui ont été faites. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, notre rôle principal ici, c'est de fournir des conseils scientifiques indépendants et un soutien aux gestionnaires des risques en matière de sécurité des aliments. On fournit aussi la communication, donc dès qu'on a travaillé, on communique les résultats de nos travaux.
Et aussi, on favorise la coopération scientifique avec beaucoup d'instituts européens et aussi en dehors de l'Europe, des instituts de recherche ou des instituts d'évaluation du risque. Mais des choses qu'on ne fait pas, qu'on n'a pas le droit de faire. Par exemple, on n'est pas responsable pour les lois et les politiques visant la sécurité des aliments. On n'autorise pas d'aliments sur le marché. De nouveau, c'est le gestionnaire des risques qui a cette responsabilité. Et aussi, s'il y a de la fraude, ce n'est pas notre responsabilité pour que la législation soit respectée. Comment on fonctionne? Voilà. Alors, pour fonctionner, pour qu'on commence à travailler, il nous faut une question. On appelle ça dans notre jargon un mandat. Le mandat vient soit de la Commission européenne, et la plupart des mandats viennent de la Commission européenne, mais on peut aussi recevoir des mandats du Parlement européen, des États membres aussi, ou même un automandat, dans le sens que si nous, on découvre une procédure qui pourrait être améliorée, disons, dans la façon de faire l'évaluation des risques, une nouvelle technique, une nouvelle technologie, là, on peut faire un automandat pour évaluer ça et aussi produire un document qui dit que cette approche peut être utilisée. Donc, comment on fait ça? Donc, dès que le mandat est reçu, on doit d'abord formuler le problème. Donc, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il faut préciser des aspects de ce qu'on a reçu de Bruxelles? Et après être clair de la question qu'on doit adresser, on développe un protocole pour voir comment est-ce qu'on va faire ça. On fait ça a priori pour vraiment développer toutes les questions qui sont en rapport au mandat. On collecte les données dont on a besoin, on évalue les données, on les preuve et tout ça, on valide les données, on fait la synthèse de tout ce qu'on a et intègre tout ça dans l'analyse de ces données et on publie les résultats de notre analyse qui est naturellement directement communiquée. Ça, ce sont les mandats, disons, qu'on reçoit assez régulièrement, qu'on prédire d'un certain sens, mais parfois des situations où il y a une sorte de crise au niveau européen et donc il faut que nous on intervienne. Donc naturellement on reçoit un mandat et on doit se pencher sur certains problèmes qui arrivent au niveau de l'EFSA, pas trop régulièrement, mais vous voyez que presque chaque année on a quand même des demandes qui nous viennent, donc ce sont des demandes urgentes d'avis scientifiques. C'est un mélange, quand vous voyez ça, c'est un peu un mélange entre des problématiques chimiques, aussi bien que des problématiques microbiologiques comme lumpy skin disease, avian influenza, salmonella, listeria, salmonella. Donc il y a pas mal de problèmes microbiologiques qu'on a, mais aussi des issues chimiques. Donc la dernière était ici l'éthylène oxyde qui était trouvé dans des seeds de sésame. Alors la grande question, comment est-ce qu'on sait qu'une substance, un additif qu'on met ou un arôme qu'on met dans l'alimentation est safe et sans danger pour le consommateur? Alors pour ça, il y a les lois, la législation européenne. Et je vais commencer ici par ça, c'est ce qu'on appelle l'EU Food Law. Je ne sais pas s'il y a j'ai pas vu de traduction en français qui est assez courte pour mettre sur la diapo. C'est assez long ce que j'ai vu, donc je garde ça, la EU Food Law de 178 de 2002, quand l'EFSA a été créée. Et c'est qui s'occupe de tout, c'est la base en fait de toute ce qui est la safety au niveau européen pour l'alimentation. Naturellement, elle ne s'occupe pas des différents types de substances chimiques qui sont mises avec les différentes propriétés et les différentes utilisations pour être mises dans l'alimentation. Donc, on a aussi pas mal de législation sectorielle. Et quand on regarde un peu la situation, on est vraiment inondé par la législation sectorielle. Donc chaque secteur, que ce soit les arômes, que ce soit les additifs, que ce soit les enzymes, que ce soit les pesticides, que la nourriture pour bébés, que ce soit les vitamines, il y a des législations qui prennent tout en compte au niveau européen.
comment on peut assurer qu'il y a cette sécurité des aliments dans l'Union européenne? Bon, il y a les deux tâches que nous on fait au niveau de l'EFSA. Donc on fait l'évaluation du risque et la communication des risques, tandis que la gestion du risque est faite à Bruxelles par les gestionnaires, donc la Commission. Ceci représente un peu les différents secteurs d'activité à l'EFSA. Et vraiment, on travaille disons, de la santé des plantes, si je peux commencer ici, donc les plantes et leur santé en Europe, contre les maladies par exemple, la protection des plantes, je parle ici des pesticides, les OGM, l'alimentation aussi pour les animaux, le bien-être aussi, la santé et le bien-être des animaux. Il y a naturellement aussi les dangers biologiques sur lesquels on doit travailler, les contaminants chimiques, donc ce sont les substances qu'on ne trouve pas, qui ne sont pas ajoutées intentionnellement dans la nourriture, mais qui se retrouvent dans la nourriture, et aussi, naturellement aussi les substances qui sont ajoutées, comme par exemple les additifs alimentaires ou les substances qui sont utilisées pour protéger les aliments, par exemple les emballages. Et aussi, au niveau de la nutrition, on s'occupe aussi des niveaux qui sont importants, disons, les données, les doses qu'on peut donner qu'on devrait donner au niveau des vitamines, des oligominéraux et tout ça, et puis aussi les macronutriments comme sucre, graisse et tout ça. Donc, on s'occupe aussi de ça. Et aussi, dans ce domaine-là, on a aussi les nouvelles foods qui viennent et aussi les claims. On s'occupe aussi des claims. Donc, chaque boule de cet atome représente un panel scientifique qui a tous les spécialistes qui peuvent adresser les questions dans leur secteur. J'ai mis ici en rouge tous les secteurs où on s'occupe des produits chimiques. Et vous voyez, c'est vraiment la majorité où il y a l'aspect chimique qui doit être traité pour voir s'il y a un élément de sécurité qui doit être abordé. Aussi, ce qu'on peut dire, c'est que généralement pour les substances chimiques, on a soit les produits réglementés, et quand on parle des produits réglementés, on a un pétitionnaire en général, donc une boîte, une industrie qui nous envoie le dossier. Un dossier et sur lequel on se penche et on analyse pour voir si la substance est safe. On fait ça sur des produits chimiques qui sont nouveaux, disons qui ne sont pas encore sur le marché, donc on les analyse avant qu'elles viennent sur le marché, mais aussi bien on a des situations où on doit faire une réanalyse de la sécurité de certains produits. C'est parfois périodique, comme pour tous les pesticides qui sont sur le marché en Europe, mais on avait su un grand programme pour la réévaluation de tous les additifs qui étaient déjà sur le marché. Il y a aussi naturellement la situation avec les contaminants, mais en général il n'y a pas de producteur commercial, et donc en conséquence on n'a pas de dossier, on doit aller chercher les données, l'information qui existe, et à partir de cette information, on peut faire notre analyse. Donc je vais parler un peu comment on fait cette analyse du risque et quelles sont les différentes procédures, quelles sont les étapes qui sont importantes et quels sont les types de données qui sont importantes pour faire ça. Et naturellement, dans le sein de notre discussion ici, et pour nous c'est extrêmement important, c'est l'aspect chimique. Qu'est-ce qu'on a à faire? Quelle est l'identité de la substance? On va avoir toute l'information du pétitionnaire, le nom, le numéro CAS, synonyme, formule moléculaire, structure, et tout ça. On doit avoir toute cette information. Ce qui est important, c'est de savoir si c'est un composé unique ou un mélange, et parfois, ce n'est pas toujours très clair. Et puis aussi l'histoire qu'on a déjà abordée avec les arômes, les isomères, que là aussi on peut avoir des différences de toxicité, et donc il faut vraiment savoir à quel isomère on a affaire. Il est important de nous fournir les propriétés physico-chimiques de ces substances, donc l'information de base comme poids moléculaire, mais aussi de l'information comme les tailles des particules. Par exemple, s'il s'agit de nanoparticules, la substance elle-même n'est souvent pas une substance nano, mais parfois il y a une contamination
de particules de taille nano qui vient avec la substance, et on doit vraiment analyser ces particules nano pour voir s'il n'y a pas de danger pour le consommateur, parce que les propriétés chimiques, biologiques et toxicologiques sont complètement différentes quand on rentre dans le domaine nano. Puis d'autres informations, lipophilie, apparence, solubilité, etc., etc. Et surtout, ce qui est important, les spécifications, vraiment savoir qu'est-ce qui vient avec la substance. Donc ça se mène à la pureté de la substance. On doit savoir l'information sur la pureté chimique, les impuretés, qu'est-ce qu'on trouve, quelle est la nature de ces impuretés, de ces contaminants. Naturellement, pour une substance qui est mise dans la nourriture, il faut savoir quelle est la dégradation de cette substance. Il faut savoir que l'industriel produit une certaine substance chimique qui va être mise quelque part dans la production de la nourriture, dans la nourriture. La nourriture va aller dans le supermarché, elle va rester quelque temps chez le consommateur avant de se retrouver sur le plat et d'être mangée. Est-ce qu'on a affaire à la même substance qui a été mise en amont, ou est-ce qu'on a une substance qui est maintenant différente, qui a été dégradée? Donc il faut avoir toute cette information, et même s'il y a des produits de dégradation, savoir la toxicité, ou avoir toute l'information sur la toxicité biologique sur ces produits de dégradation. Et puis ce qui est important aussi pour nous, que le produit commercial est celui qui a été utilisé pour toutes les études que je vais vous montrer. On ne peut pas avoir une situation où un producteur nous envoie des études faites sur animal du produit qui a été acheté, par exemple, chez Sigma, 99,9% de pureté, tandis que le producteur veut mettre la même substance sur le marché seulement avec 80% de pureté. Ça, c'est important. Alors, quel type de données biologiques et toxicologiques on demande? D'abord, ce qu'on appelle les données ADME, donc pour savoir l'absorption, est-ce que la substance rentre dans le corps, comment elle se distribue, comment elle est métabolisée et comment elle est éliminée. On trouve ça aussi sur le nom de toxicocinétique. Et puis, des études de toxicologie, donc des études in vivo faites sur animaux, subaigus, subchroniques. On doit aussi faire des études chroniques de cancérogènes, c'est important pour pouvoir savoir que la substance ne va pas causer des cancers chez le consommateur. Il faut connaître l'interaction entre la substance et le matériel génétique pour être sûr qu'il n'y a pas de mutation, de risque de mutation, de lésions chromosomiques. Aussi, au niveau de la fertilité et du développement, il faut savoir qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Et parfois, on demande aussi des études spéciales, par exemple neurotoxicité, immunotoxicité, dépendant de la propriété des substances. Par exemple, si vous avez un pesticide qui attaque chez l'insecte le système neuronal, il faut aussi savoir être sûr qu'il n'y a pas de problème chez le consommateur. Qu'est-ce qu'on fait? 3 minutes, ok, je me grouille, d'accord, merci. Bon, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de données? Donc, il y a des méthodes in silico que je voulais présenter quand même parce qu'on est dans le domaine chimique. Donc, si on connaît la structure de la substance, on peut utiliser des approches in silico pour prédire le fonctionnement, l'effet de cette substance dans un système biologique. Donc il y a le quasar, mais il y a aussi le riz de Cross qui est utilisé très fréquemment maintenant, et c'est une approche qui se développe. Donc elle n'est pas expérimentale, mais on prend l'information qu'on a sur une substance, et on a une substance qui est très semblable, très similaire, et on peut prédire l'effet toxique, les propriétés toxiques sur cette autre substance, donc la substance qu'on appelle la substance cible. Par exemple, ici, ça c'est pas par hasard un arôme, donc il y a le goût caramel et le goût fraise, donc on a reçu ça pas au niveau des arômes, mais pour un autre problème, et on n'avait pas beaucoup d'informations, mais on a pu retirer de l'information de cette substance-là, qui est déjà analysée par nous, et on a pu utiliser un riz de Cross pour venir à une conclusion. Comment on fait l'intégration des données avec tout ce qu'on reçoit? Ce qui est important, c'est d'identifier un seuil. Donc on doit identifier un seuil où cette substance ne cause pas de toxicité chez l'animal. Donc on a ces différentes études et on doit dans chaque étude voir s'il y a
un seuil où il n'y a pas de problème. Comment est-ce qu'on identifie ce seuil? Donc on prend une dose sans effet, ou bien on fait une analyse mathématique de la dose réponse et on fait une benchmark dose. Ce sont les deux approches. Mais un autre concept qui est très important ici, c'est le concept de valeur toxicologique de référence, la VTR. Donc ça, c'est pour une valeur de référence pour protéger le consommateur. Donc c'est là, comme la DGA, par exemple, c'est la dose qui peut être utilisée, consommée chaque jour pendant toute une vie sans causer de problème. Elle est exprimée en milligrammes de substance par kilogramme de poids corporel et par jour. Donc ça nous permet aussi de donner des recommandations pour les plus jeunes, les enfants par exemple. Et ce qui est important ici, c'est le concept de la DGA a été inventé par le professeur René Truot, qui était membre de l'Académie des sciences et de l'Académie d'agriculture. Et ça a été introduit pour la première fois en 1961 par le comité mixte FAO-OMS, donc le JECFA. Naturellement, on a le petit problème qu'on a des données sur un rat et on doit quand même être sûr que l'être humain et le consommateur est safe. Donc on a des facteurs d'incertitude qui prennent en considération la cinétique, les différences de cinétique et dynamique entre l'animal et l'être humain. Et naturellement, il y a une variabilité aussi, donc il faut aussi appliquer cette différence de cinétique et dynamique ici. Donc on a des facteurs de 10 et de 10 ici qui nous font 100 et on utilise ça pour en fait définir la DGA qui est la dose sans effet divisée par ces facteurs de 10 et 10, donc de 100. C'est comme ça qu'on développe une DGA. Bon, je vais aller assez vite ici. Donc c'est important ici aussi l'exposition parce qu'il faut savoir comment l'industrie, le consommateur est exposé et qu'est-ce qu'on se trouve dans la nourriture. Donc on recueille toute l'information, on a des systèmes ici. Ah voilà. Donc il faut avoir un langage commun. Et peut-être ici pour vous montrer qu'on a différents logiciels qu'on a développés, que vous pouvez voir sur notre site à l'EFSA, pour développer, si vous voulez voir comment une exposition pour un certain produit peut être. Et pour tout mettre ensemble, donc on a l'identification des dangers, donc toutes les études qu'on fait, on caractérise les dangers, donc on a les points de départ, les seuils qu'on a développés, on développe les DGA ici, et on compare ça à l'exposition, et si la DGA est en dessous de l'exposition, on peut caractériser un risque qu'il n'y a pas de risque. Si elle est au-dessus, il y a un problème de risque. Et là, le gestionnaire de risque doit entrer. Donc maintenant, c'est la dernière diapo. Il y a des défis aussi, des nouveaux produits qui sont sur le marché ou qui vont être sur le marché. Donc on a déjà parlé des insectes, mais il y a d'autres types de substances chimiques. Donc il faut trouver des manières pour évaluer le risque. Il y a l'histoire des mélanges aussi. Il y a le risque des environnements aussi. On n'a pas parlé de l'environnement, c'est extrêmement important. Et dans l'environnement où tout s'accumule. Il ne faut pas oublier que tout rentre dans l'environnement. Donc on a des stress multiples qu'il faut gérer. Et puis aussi les dangers qui sont liés à la globalisation. Et puis c'est tout, et je vous remercie pour votre attention. Monsieur Casse, je vous ai un peu bousculé parce que vous êtes le recordman des questions. Alors j'ai raccourci, je ne vais pas toutes vous les poser, mais ça va tout à fait dans le sens de ce que vous vouliez rajouter, je pense. Donc je vais vous en poser quelques-unes, parce qu'autrement le catalogue serait trop long. Si je peux dire, si j'arrive pas à finir toutes les questions. Il y avait, c'est déjà parti. Il y avait mon adresse email de l'EFSA, mais qui est valable seulement jusqu'à la fin juillet, parce qu'après je vais aller en retraite. Et j'ai mis en bas l'adresse non EFSA pour après le 31 juillet. Alors, on passe aux questions. Est-ce que les dernières innovations... Vous allez y répondre peut-être successivement. Je ne vais pas vous les donner tout à la fois. Est-ce que les dernières innovations en agroalimentaire ont aidé à la sécurité alimentaire et quelles sont ces innovations? Brièvement.
sécurité dans le sens à apporter plus d'aliments ou la Non, sécurité non, non. ou la Est-ce que les sécurité nouvelles des aliments? technologies vous permettent de mieux travailler? D'autres termes, la question, est-ce que ça vous permet de faire d'aller plus profond dans vos analyses, les nouvelles technologies? Les nouvelles technologies, oui et non. On travaille beaucoup sur les nouvelles technologies, on investit beaucoup, l'Europe investit beaucoup, donc ce sont surtout des technologies pour aller pour s'éloigner un peu des études qui sont faites sur les animaux, pour diverses raisons. Il y a beaucoup de développement à ce niveau-là, mais on est encore un peu en retard sur leur application dans notre domaine. Autre question, est-ce que la délocalisation de la production alimentaire est un risque pour la sécurité sanitaire des aliments? La délocalisation. Oui, c'est-à-dire ça vient de partout. Qui viennent du reste du monde. Oui. On l'entend beaucoup en ce moment avec le Mercosur. Oui, alors on a des instruments assez importants en Europe où les laboratoires nationaux, donc c'est fait au niveau national que les laboratoires analysent ce qui rentre en Europe. Et on a un système qui s'appelle RAF qui permet s'il y a un problème est soulevé, un système d'alerte européen qui arrive à alerter tous les États membres. Donc, oui, il y a des choses qui pourraient rentrer en dehors de l'Europe, mais il y a des systèmes qui sont là pour nous protéger. Autre question plus technique. Comment détermine-t-on les dates de péremption des aliments? Je ne sais pas. Je dois avouer, parfait. Je ne sais pas. Je sais que pour les novel food, là, et dans le dossier, ils doivent soumettre de l'information à ce niveau-là, mais je ne sais pas comment c'est traduit au niveau, disons, de l'étiquetage qui est fait plus par le gestionnaire du risque. Et une dernière question, parce qu'il y en a d'autres, mais quels sont les défis auxquels l'industrie alimentaire fait face en matière de sécurité alimentaire? Ça sera ma dernière question, après je donnerai la parole à ça. Les défis. Je pense qu'un défi, c'est que c'est aussi bien un défi qu'être aussi réassuré. Défi dans le sens que le niveau en Europe est très élevé pour, disons, le seuil pour faire passer un nouveau produit par l'évaluation et le faire rentrer sur le marché. Le seuil est très haut. Il est plus haut en Europe que dans d'autres pays. Même, on dit qu'il est plus haut ici qu'aux États-Unis. Donc, c'est un défi, mais ça réassure d'un autre côté aussi le consommateur. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, j'ai une question. Allez-y. J'en ai deux plutôt. Quel est l'impact du réchauffement climatique sur la sécurité alimentaire et comment prendre en compte de façon exhaustive toutes les molécules toxiques retrouvées dans l'environnement pour assurer la sécurité alimentaire d'un point de vue technologique et législatif? C'est les questions que j'ai éliminées que j'avais. Ça nous amenait loin. Enfin, bon. Donc, si j'ai bien compris, la question c'est au niveau de toutes les substances qu'on retrouve dans l'environnement et qui peuvent rentrer de nouveau dans la chaîne alimentaire, c'est ça? Chut. Non, en fait, c'était en quoi le changement climatique C'est des climats, j'avais pas entendu. Impacte la sécurité sanitaire des aliments. Et puis l'autre, c'était comment prendre en compte de façon exhaustive toutes les molécules toxiques, etc. Oui, le changement climatique, naturellement, on voit déjà l'effet. C'est vraiment un effet un danger qu'il faut prendre en considération. On voit au niveau européen des mycotoxines qu'on n'avait pas vu avant, ou qui étaient très rares. On voit au niveau européen des toxines marines, par exemple, qu'on ne connaissait pas dans nos eaux, qui sont maintenant là. Et donc, ça peut donner des problèmes il faut rester attentif à cause de ça. Et l'autre question, c'était... Bon, on va s'arrêter parce qu'on a vraiment débordé. Ouais. Et le temps presse maintenant. Merci à tout le monde et merci, M. Casse. Merci.